pour vous poser un petit peu le cadre de ma présentation, j'ai effectué ma thèse de doctorat sur, entre autres, Notre-Dame-du-Port, au moment où l'édifice était en cours de restauration. Grâce à cela, j'ai pu, on va dire, la visiter. Et grâce à cela, et grâce notamment à Monsieur Grax, que je remercie pour ces longs mois de visite, j'ai pu parcourir l'édifice de fond en comble et bénéficier notamment de toutes les installations extérieures, des échafaudages, pour examiner l'épiderme de ce bâtiment dans le détail et trouver des éléments un petit peu nouveau sur son histoire, on va dire. Notre-Dame-du-Port, c'est évidemment un édifice emblématique du patrimoine médiéval de Clermont, et elle est considérée à juste titre comme un des joyaux de ce qu'on appelle l'art roman. Cette église, elle a depuis longtemps attiré les regards, et on a de nombreux amateurs d'art pour les périodes anciennes, des amateurs d'architecture, des chercheurs, des spécialistes plus récemment, qui ont travaillé essentiellement depuis le XIXe siècle à comprendre ses origines et à comprendre son évolution. Alors aujourd'hui, ce serait vraiment très long de vous présenter toute cette belle historiographie, et en guise d'introduction à cette journée d'études, je vous propose simplement de revenir sur les principales informations dont nous disposons sur l'origine de ce monument, et d'interroger quelques-uns des choix techniques, des choix formels, des choix ornementaux effectués par les bâtisseurs. Notre-Dame-du-Port, elle a été édifiée à un endroit précis de la ville de Clermont, à l'emplacement d'une ancienne terrasse antique qui était bordée à l'est par une voie de circulation dont on sait qu'elle était encore en usage à la fin du IVe siècle. Sur cette terrasse antique, on a retrouvé des vestiges lors de fouilles archéologiques réalisées de mémoire à la fin des années 1990, les vestiges d'un bâtiment qui daterait des 2e, 3e siècles et qui aurait été incendié à une date inconnue. L'église elle-même, et là je vais parler sous le contrôle d'Emmanuel Grélois, qui peut-être me reprendra à la suite, aurait été fondée par l'évêque Avite Ier, dont l'épiscopat se situerait dans la seconde moitié du VIe siècle. La première mention certaine, enfin certaine pour moi encore, de Notre-Dame-du-Port, ne remonterait toutefois qu'au Xe siècle, puisque en 959, l'évêque de Clermont, Étienne II, va unir le sanctuaire à l'église cathédrale et va le gratifier de nombreuses donations. L'église porte alors le nom de Sainte-Marie principale, et elle va accueillir une communauté de chanoines dont vous parlera plus longuement tout à l'heure Emmanuel. Cette collégiale, elle voisine l'une des principales voies d'entrée de la ville, qui s'appelle la porte du Champ Herme, et elle s'élève dans un quartier de marchands, d'agriculteurs et d'artisans. Cette église, elle va faire l'objet d'une grande campagne de reconstruction au cours du XIIe siècle, on va dire, pour laquelle nous ne disposons aujourd'hui que d'assez maigres informations. Le premier document, évoquant peut-être ces travaux de rénovation, est un acte datant, selon l'archiviste Gilbert Rouchon, de la fin du XIe siècle, un acte qui dresse une liste de biens aliénés par le chapitre du port. Ce document, incomplet, mentionne essentiellement des champs, il mentionne des vignes, ainsi que leurs revenus, qui vont être vendus pro bastimento ipsius sanctae Maria principalis. Ces termes semblent bien nous signaler, sinon l'existence d'une campagne de construction affectant le sanctuaire, au moins une collecte de fonds destinée au lancement des travaux. Le second document, qui daterait cette fois de 1185, est une lettre de l'évêque de Clermont-Ponce de Polignac, appelant les fidèles et le clergé du diocèse à contribuer à la construction du sanctuaire. Ce document, il paraît bien indiquer que des travaux étaient alors en cours dans le dernier tiers du XIIe siècle, et cette église Sainte-Marie
est alors mentionné à cette occasion comme l'Ecclesiae Portuensis ou Église de la Porte, d'où la dénomination contemporaine de Notre-Dame du Port, sans doute. Comme pour le document précédent, la nature de ces travaux n'est pas précisée, mais il semblerait que le chapitre de la collégiale manquait alors de ressources, ce qui peut laisser supposer l'existence d'un vaste chantier de construction qui était alors inachevé. On aurait donc finalement une campagne de construction pour l'église qui serait placée entre la fin du XIe siècle et la fin du XIIe siècle, ce qui correspond tout à fait au parti architectural choisi. Ce parti architectural, il est celui globalement retenu pour tous les grands édifices, romans de la Limagne clermontoise, les édifices romans des Monts d'Or, et il trouve ses origines dans des modèles plus anciens, des modèles des Xe, XIe siècles, parmi lesquels figure l'ancienne cathédrale romane de Clermont, qui est aujourd'hui très largement disparue. À l'ouest, l'église va être dotée d'un très imposant massif de façade étagée, qui est un volume d'inspiration carolingienne, presque aveugle, doté de tribunes, si vous vous retournez, et qui a été sérieusement restauré durant la période contemporaine. La nef, que vous avez au-dessus de votre tête, elle s'étend sur 5 travées et elle est dotée de bas-côtés, eux aussi surmontés de tribunes. Le vaisseau principal est voûté d'une longue voûte en berceau continu et les tribunes s'ouvrent sur l'intérieur par des grandes arcades simples ou polylobées qui vont être rythmées de piles, là encore, et de colonnettes. Cette nef, vous le voyez au nord, est flanquée par une série de chapelles qui sont des chapelles un petit peu plus tardives et elle s'ouvre au sud par un grand portail historié qui constitue au Moyen-Âge un accès assez privilégié de l'édifice. Le portail ouest, ouvrant le massif de façade, ouvrait lui en direction de 2 cimetières qui ont été supprimés au XVIIIe siècle. L'intérieur de la nef est scandé, vous le voyez, par de très nombreuses colonnes à chapiteaux, dont la plupart marquent le départ des arcs soutenant les différentes voûtes. À l'extérieur, ces 2 niveaux sont dessinés par une superposition de grandes arcades et de triplés au niveau des tribunes, auxquelles s'ajoutent des simples baies d'éclairage, évidemment, en plein cintre. Le transept de Notre-Dame du Port, pour l'essentiel du XIIe siècle, reprend lui aussi le dispositif des grands sanctuaires que l'on connaît dans la Limagne et dans les Monts d'Or. Il se compose d'une croisée surmontée d'une grande coupole sur trompe. Il se compose aussi de 2 travées intermédiaires de plan barlon, plan rectangulaire si vous préférez, qui sont couvertes en demi-berceau, et de 2 travées latérales voûtées en berceau et prolongées à l'est par une absidiole qui est couverte en cul-de-four. L'ensemble du couvrement est subtilement étagé, cela afin de répartir les poussées jusqu'aux contreforts extérieurs qui sont établis aux angles, et l'éclairage, il va être assuré par la présence de nombreuses baies qui vont être ménagées sur le pourtour jusqu'aux parties hautes du massif Barlon. Le décor, il va être un petit peu plus simple ici, il va être essentiellement réservé au revers des faces latérales des bras du transept, où le premier niveau va accueillir un triplet, ce qu'on appelle un triplet, composé de 2 baies latérales en plein cintre qui vont être réunies par un arc aveugle triangulaire qui s'appelle un arc en mitre. Des colonnettes, là encore cantonnées, adossées, vont rejoindre de petits chapiteaux pour compléter ce dispositif, ce dernier précédant 2 registres de baies en plein cintre. Le chevet roman, qui fait l'identité un petit peu de Notre-Dame du Port, implanté sur un niveau de soubassement, présente quant à lui une couronne de chapelle rayonnante, semi-circulaire, caractéristique,
qui sont éclairées chacune par 3 baies, là encore, en plein cintre. À l'extérieur, on a une série de frontons triangulaires qui sont ornés d'appareils polychromes et qui sont complétés d'antées fixes qui assurent la transition vers l'abside. Les écoinçons des baies sont décorés d'appareils polychromes et on trouve un cordon horizontal à décor de ce que l'on appelle de billettes qui précède une large frise de rosaces rejoignant la corniche de modillon supérieur. Les toitures sont complétées de crêtes, de balustrades ajourées, comme pour la couverture du transept ou de la nef. À l'intérieur, et derrière moi, le déambulatoire est couvert d'arêtes qui vont retomber sur de hautes colonnes adossées, rythmant le revers de l'enveloppe et qui sont disposées sur des piédestraux assez hauts. Ces colonnes sont géminées dans la partie droite du chœur et isolées à l'entrée des chapelles, et le chœur est quant à lui voûté en berceau et présente un unique niveau de grandes arcades. L'abside est délimitée par les 8 colonnes massives de l'hémicycle qui supportent des chapiteaux figurés, historiés, bien connus, sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, et qui supportent à la suite des arcs en plein cintre surhaussés. Au-dessus, on va retrouver un niveau d'arcature aveugle, à l'intérieur duquel vont être percées, là encore, des baies qui précèdent une grande voûte en cul-de-four. Les chapelles rayonnantes sont également voûtées en cul-de-four et les baies s'inscrivent dans une arcature aveugle inscrite directement dans la maçonnerie. Ces parties orientales du XIIe siècle reposent enfin sur une crypte semi-enterrée dont le plan correspond à celui des parties hautes mais qui a été un peu plus largement restaurée au XIXe siècle. Dans l'ensemble, ce parti architectural complexe, il va résulter de recherches qui ont été conduites sur les volumes, sur les circulations depuis le Haut Moyen-Âge. L'austérité du massif de façade, d'inspiration carolingienne, tranche singulièrement avec la richesse ornementale et l'articulation assez poussée de toutes les parties orientales de Notre-Dame-du-Port, qui sont davantage liées aux expériences conduites au XIe siècle en Bourgogne et dans le Val-de-Loire. Parmi les inspirations des architectes, le choix le plus significatif pour Notre-Dame-du-Port, et sur lequel on va s'arrêter d'abord plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui d'une mise en valeur très très nette du passé, qui prend corps dans son esthétique monumentale et même dans son épiderme. Cette mise en valeur, elle est surtout cristallisée par le grand chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante, qui signale déjà, par la qualité de l'étagement de ces volumes, internes, externes, une connaissance très approfondie des ordonnancements employés pour les édifices de plan centré du Haut Moyen-Âge et aussi pour les édifices de plan centré antiques, les mausolées et les baptistères. Les choses sont encore plus nettes au niveau des éléments de vocabulaire et de décor, dont l'intégration va participer surtout à la mise en valeur du transept et de la couronne de chapelle, c'est-à-dire la partie la plus sacrée de l'édifice, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parmi eux figurent les colonnes jumelées qui sont disposées à l'entrée du déambulatoire et qui rappellent des dispositifs qui sont connus dans le monde romain. Les niches cantonnées, également, qui rythment les parties hautes du transept et de l'abside, sont aussi des rappels directs de ce que l'on appelle les exèdres, ornés de statues antiques qui étaient, là encore, bien connus de l'architecture ancienne. Les arcs en plein cintre, que vous avez en abondance, les colonnes à chapiteaux dérivées du modèle corinthien, ou encore les bases moulurées antiques, constituent également autant de rappels à cette architecture ancienne et par là même au premier temps chrétien. D'autres motifs viennent s'y ajouter, comme les arcs triangulaires en mitre
qu'on a vus tout à l'heure dans le transept, qui eux aussi sont connus dès la période mérovingienne, comme à Saint-Pierre de Vienne ou ici au baptistère Saint-Jean de Poitiers. On peut également noter la présence, dans la composition du portail sud ouvrant la nef, d'un linteau, grand linteau en bâtière, qui est directement hérité du répertoire gallo-romain et qui est associé ici à un épisode biblique et à des figures apostoliques. L'objectif semble bien là encore de renvoyer le spectateur par l'architecture, par la sculpture, au souvenir des premiers temps chrétiens. Citons enfin l'abondance dans les parties orientales de la collégiale des fameuses marqueteries polychromes qui s'inspirent très très largement des décors antiques comme ceux conservés par exemple ici sur l'enceinte romaine de la ville du Mans. Les divers motifs recensés, vous voyez, sont alors composés de chevrons, de losanges, de rosaces, de damiers, et elles vont mettre aussi à profit des ressources géologiques variées qui sont favorables aux couleurs déployées, parmi lesquelles les laves noires, les laves rouges, exploitées dès le haut Moyen-Âge dans notre région et qui constituent des supports privilégiés. Des appareils polychromes peints devaient également orner certaines parties de l'édifice, puisque des vestiges ont pu être repérés, voici quelques années, lors des dernières restaurations, dans le déambulatoire. Ces vestiges, malheureusement, aujourd'hui n'existent plus. D'autres appareils polychromes peints prenaient visiblement place au sommet des murs extérieurs de la nef, entre les modillons supérieurs qui portent la toiture, comme en témoignent des détails des vues de l'édifice romantique dressé au XIXe siècle. Vous voyez là, toutes ces petites compositions entre les modillons et dont on a retrouvé des maigres traces lors des restaurations, d'où l'absence de clichés. Ces marqueteries polychromes, elles ont été souvent restaurées. Certaines ont été totalement créées également au XIXe siècle afin d'épouser un schéma idéal de l'art roman qui était alors recherché. Mais leur utilisation ciblée au XIe et XIIe siècle signale encore une fois une volonté de mise en valeur qui est une volonté raisonnée. À côté de ces éléments formels, de ces éléments décoratifs qui dépassent le seul cadre de l'ornement parce qu'ils sont porteurs de sens, cette sacralisation de l'espace bâti de Notre-Dame-du-Port est aussi concrétisée par un recours important aux remplois antiques et à leur mise en scène. À l'intérieur, on a des bases en marbre qui ont été réutilisées à la base des colonnes, notamment de la nef, et on a aussi quelques éléments lapidaires antiques qui ont été retaillés et réutilisés comme colonnettes, comme éléments de maçonnerie, dans des parties un petit peu moins visibles, dans les tours d'escalier occidentales ou dans les tribunes. Pour la construction de la crypte, qui a constitué la première phase de travaux du chantier, on a de très nombreux blocs monumentaux gallo-romains qui portent notamment des négatifs encore d'agrafes ou de trous de louve, système de mise en œuvre antique, qui ont été récupérés sur place ou à proximité, peut-être sur ce fameux bâtiment des XIIe, IIIe siècles disparu. Enfin, on a de très nombreuses pierres de taille qui sont directement issues de monuments antiques, qui ont été collectées et qui ont été remployées sur la totalité de la façade sud de la nef, autour précisément du portail historié déjà accentué, afin de rendre plus visible cette réappropriation du passé. Au final, tous ces éléments participent à un vocabulaire commun, rigoureusement organisé et souhaité, et il faut se rappeler dans ce sens que les architectes et les commanditaires du XIIe siècle ont encore sous leurs yeux d'importants vestiges de l'Antiquité. À travers cet héritage mis en scène, l'enjeu, il est bien sûr de rappeler à tous l'ancienneté de l'Église, l'ancienneté de l'édifice, et par là même de renforcer son caractère sacré et donc sa légitimité. Ces choix
constructif particulier, il nous renvoie plus directement au chantier de construction même de Notre-Dame-du-Port et à ces bâtisseurs dont nous ne savons malheureusement rien, mais pour lequel il est toutefois possible de souligner certains éléments. Un examen attentif des structures, des matériaux, des techniques, des différentes formes de marquage permet aujourd'hui déjà de comprendre dans quel ordre s'est opérée la construction de Notre-Dame-du-Port et de retrouver malgré tout quelques indices de son environnement humain. La première phase du chantier de Notre-Dame-du-Port semble avoir logiquement concerné l'ensemble des parties basses, depuis le premier niveau des chapelles rayonnantes jusqu'au premier niveau du massif occidental, en passant par le périmètre du transept et le périmètre de la nef. L'édification des parties hautes, du chevet et du second niveau du transept dut intervenir peu après, tout en restant dissocié du niveau des tribunes qui sont plutôt à mettre en relation avec la construction du second niveau du massif de façade. Il est possible néanmoins que la mise en œuvre des tribunes sud ait quelque peu précédé celle des tribunes nord, marquées par la présence de chapiteaux qui sont des chapiteaux inachevés, marqués aussi par de nombreux remplois, signalant sans doute un essoufflement des travaux ou encore de possibles difficultés d'approvisionnement. Si, dans les grandes lignes, le chantier de Notre-Dame-du-Port semble s'être opéré d'est en ouest, l'examen des parties hautes révèle une mise en œuvre synchrone de l'abside, de la travée droite de chœur et du second niveau du transept, chaque partie étant cependant confiée à une équipe de bâtisseurs vraisemblablement différente. Globalement, le chantier de Notre-Dame-du-Port a donc procédé par tranches horizontales fragmentées jusqu'au couvrement de la nef qui a été mis en place en 2 fois. Ce schéma général, je ne rentre pas dans les détails techniques, il est comparable à celui qui est également connu pour Saint-Ostremont-d'Issoire ou pour Notre-Dame d'Orcival, et c'est un planning de construction qui présente l'avantage d'avoir fourni des assises stables nécessaires à la mise en place des différentes voûtes. Pour Notre-Dame-du-Port, les parties supérieures du massif de façade et de la croisée du transept sont aujourd'hui trop restaurées pour fournir des éléments d'information. Mais il est probable que ces 2 zones ont marqué l'achèvement des travaux de construction. La dernière phase du chantier a toutefois pu concerner aussi la construction du cloître ou de bâtiments annexes qui ont malheureusement largement disparu et qui formaient à l'origine l'ensemble du complexe canonial du port, loin de l'image de l'église isolée qui existe aujourd'hui. Les documents relatifs à ce cloître sont rares et ne permettent pas de situer précisément son ancienneté. Cette vue, qui a été réalisée par François Fusier pour la cosmographie de Belforest, réalisée au XVIe siècle, confirme toutefois l'emplacement de ce dernier au nord de l'église et il nous fournit l'image d'un espace claustral entouré de galeries et occupé au centre par une fontaine. Je précise que le plan réalisé par Fusier est un plan relativement juste dans lequel on peut trouver nombre d'informations, je pense, pertinentes. En 1970, des fouilles archéologiques ont été conduites par Odette Lapère et Fernand Malaché et elles ont permis de retrouver les premières arcades de l'aile orientale de ce cloître, dans le prolongement de l'actuelle sacristie, et une des arcades de l'aile sud, accolée à la dernière chapelle ouvrant sur le bas-côté. Les aménagements qui ont été mis au jour à cette occasion, qui constituaient principalement un ossuaire et un caveau, tout comme le mobilier céramique qui a été retrouvé, notamment un vase à encens, ont permis de dater ces vestiges de la fin du XIIe siècle, voire du début du XIIIe siècle, ce qui pourrait parfaitement correspondre à la fin du chantier de construction de la collégiale.
C'est un cloître qui fut malheureusement détruit au XVIIIe siècle, ce qui empêche aujourd'hui de valider totalement cette hypothèse. Finalement, en considérant les aspects techniques, les aspects formels, l'homogénéité de ce bâtiment et les quelques éléments historiques disponibles, il serait tentant de placer le chantier effectif de la collégiale du port entre les années 1120-1130 et le dernier tiers du XIIe siècle. De son côté, le premier tiers du XIIe siècle a peut-être vu la mise en place du projet et son organisation matérielle et financière. La liste des biens vendus par le chapitre du port à la fin du XIe siècle attesterait la constitution de ressources financières nécessaires au démarrage de l'entreprise et au rassemblement des moyens matériels et des moyens humains. La fin du XIIe siècle a pu voir quant à elle l'achèvement du gros œuvre, la mise en place du décor, celle des vitraux et du mobilier, qu'il ne faut pas oublier, avant la mise en œuvre des bâtiments annexes et du cloître. L'appel aux dons, adressé en 1185 par l'évêque Ponce de Polignac, s'inscrirait alors dans ce sens, dans un contexte d'essoufflement des ressources entraîné par la poursuite des travaux. On a deux autres lettres datées de 1240 qui mentionnent d'ailleurs dans ce sens des difficultés financières pour le chapitre de Notre-Dame-du-Port et qui seraient peut-être à mettre directement en relation avec l'impact, là encore, d'un chantier économique long et exigeant. Pour conclure mon propos, si le déroulement des travaux peut globalement être dessiné à l'appui d'une analyse fine de l'édifice et des quelques sources disponibles, la question de ses concepteurs et de ses bâtisseurs reste aujourd'hui entière, faute de témoignages. Sous couvert de validation de la séquence chronologique évoquée, l'un des commanditaires de ce chantier pourrait être l'évêque de Clermont-Emery, sans nul doute actif aux côtés du chapitre canonial du port durant son épiscopat, placé entre 1111 et 1150. Les ouvriers, les tailleurs de pierre, les sculpteurs, restent, eux, totalement dans l'ombre, à l'exception de quelques signatures, ça et là, associées à quelques composantes architecturales et à quelques chapiteaux. L'un des tailloirs des colonnes de la nef, surmontant une corbeille à motifs végétaux et à masques, porte ainsi l'inscription Bernard, pouvant nous renvoyer à l'un des artisans actifs sur le chantier. La plus connue, vous la connaissez sans doute, reste celle aussi de Rodbertus, dont le nom apparaît directement sous forme abrégée et rehaussée de couleur rouge, ce qui est intéressant, sur l'un des chapiteaux historiés du rond-point du Cœur et qui est peut-être le principal sculpteur du chantier. Mais une inscription particulière, qui est très peu connue, mérite plus particulièrement l'attention, puisqu'elle constitue peut-être la signature de l'architecte ou du maître d'œuvre de Notre-Dame-du-Port. Cette inscription, je crois qu'elle est encore visible, je ne l'ai pas vérifiée, elle se situe dans la partie haute de l'angle sud-ouest extérieur du transept et elle prend la forme d'un monogramme gravé d'une vingtaine de centimètres qui est, je pense, aujourd'hui fortement dégradé. À l'époque, déjà, il était assez dégradé puisque la surface avait été sablée. Les lettres qui composent ce monogramme s'organisent autour d'un grand A à chevron, recoupé par une hampe verticale. Les extrémités semblent pâtées et seules quelques lettres sont conservées. On repère rapidement deux lettres S penchées et une lettre O centrale. Les autres lettres, ici, sont un petit peu plus difficilement lisibles. Cette inscription, elle n'a jamais été mentionnée par les spécialistes, mais elle s'apparente sans difficulté à un autre monogramme qui est cette fois conservé à l'intérieur de la crypte de l'abbatiale Saint-Ostremoine d'Issoire, que vous avez ici. Et ce dernier, il présente des dimensions et une composition identiques, ce qui ne peut être, je pense, le fruit du hasard. Sans entrer ici dans les détails,
On peut par ailleurs noter que les chantiers de Notre-Dame-du-Port et de Saint-Austre-Moine d'Issoire, dont vous avez une vue ici, montrent de très nombreuses parentés, qu'il s'agisse de la datation, là je vous demande de me faire confiance, du style architectural, des techniques et des phases de construction que l'on a étudiées, mais aussi de toute l'organisation iconographique que je n'ai pas développée ici pour Notre-Dame-du-Port. Les similitudes sont si nombreuses que tout porte à croire que les mêmes bâtisseurs ou concepteurs sont bien intervenus sur les deux chantiers, ce qui renforce sensiblement le statut de cette inscription monogrammatique. Sous couvert de son déchiffrement, et je m'arrêterai ici, cette inscription pourrait donc, selon toute vraisemblance, nous livrer le nom de l'un des personnages importants du chantier de Notre-Dame-du-Port qui nous intéresse aujourd'hui, et peut-être de l'un des personnages clés dans la définition de l'architecture romane de notre région. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.